Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss du 12 août 2022. J'aurais bien voulu vous mettre dans une autre position pour que vous voyez un petit peu la vue que j'ai là-bas, mais vous pouvez retrouver la vue que j'ai là en ce moment dans la vidéo du Morning Bull Live de ce matin. Enfin, là n'est pas le sujet. Petit bilan des marchés, de l'économie suisse et mondiale ce matin. Comme d'habitude, eh bien, on va faire un peu le tour de tout ça. Mais je dois vous dire d'abord, avant toute chose, que je suis très déçu. Je suis très déçu parce que, en fait, quand on voit ce qu'on devait avoir cette semaine, ce qu'on attendait cette semaine, on avait quand même beaucoup de chiffres. On sortait d'une semaine extrêmement spectaculaire la semaine dernière avec les chiffres des non-farm payrolls qui étaient explosifs, qui étaient monstrueusement élevés et qui montraient que l'économie américaine n'était absolument pas en récession. Alors vous me direz bien sûr, on s'en fout de l'économie américaine, on n'est pas aux États-Unis, mais quand même ça aide un tout petit peu parce que ça reste quand même la plus grosse économie du monde. Donc du coup, on a entamé cette semaine, cette première vraie semaine du mois d'août, on l'a entamé en se disant, il n'y aura pas de récession aux États-Unis, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, on aurait pu s'attendre à beaucoup de choses, beaucoup de volatilité, beaucoup d'intérêt, beaucoup de motivation dans les marchés parce qu'on allait enfin avoir des chiffres qui comptent et des chiffres qui allaient changer la face du monde. Et puis, mercredi, on a eu le CPI aux États-Unis. Alors, le CPI était moins élevé qu'attendu, moins élevé que les attentes, donc globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inflation commence à vous donner l'impression d'être maîtrisée. Alors je dis commence parce que le sujet est long et compliqué, et si on commence à aborder ce sujet-là, je pense qu'on a pour 2 heures, entre 2 heures et 2 semaines de discussion sur le sujet. Mais en gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est effectivement que l'inflation semble se calmer. Et puis jeudi, on a eu les chiffres du PPI, là, qui montraient aussi que les prix à la production étaient les coûts de la production étaient en train de baisser également. Donc là, ça allait mieux aussi. Donc, que des, bonnes nouvelles si on réfléchit sur le fond, parce que ça veut dire que, 1, il n'y a pas de récession, que 2, la Fed est en train de réussir à juguler l'inflation et la maintenir sous contrôle. Donc, c'est plutôt encourageant et c'est plutôt motivant pour la suite. Pourtant, quand on regarde la performance des marchés, aujourd'hui, si vous regardez la performance du SMI, vendredi, 9h30 du matin, on est à plus 0,1% sur la semaine. En français, on dit ça chiant. Bon, globalement, il ne se passe pas grand-chose. Ça bouge un petit peu sur des situations spécifiques, mais on est toujours dans la même interrogation. Aujourd'hui, on est dans la même interrogation un peu partout dans le monde. La question est de savoir si on est vraiment en train de sortir d'une tendance négative, ce qui est surtout frappant aux États-Unis et un petit peu moins en Europe pour l'instant, ou est-ce qu'on est simplement en train de faire ce qu'on appelle un bear trap, de rentrer dans une situation où finalement, on s'est rendu compte qu'on s'est fait aspirer à la hausse et qu'il n'y a plus rien qui vient derrière. Et que les mois qui viennent vont être compliqués parce que les sociétés vont avoir de la pression sur les marges, vont gagner moins d'argent, vont être moins spectaculaires au niveau des résultats, que les problèmes qu'on a aujourd'hui, stock market, bourse, qui vont se traiter sur l'Ukraine, qui vont se traiter sur plein d'autres sujets économiques dans le monde, on peut avoir des doutes sur l'avenir et sur le fait que ça sera facile. Donc on en est là, on se pose énormément de questions et on est en train d'essayer de se bagarrer pour savoir quelle est la marche à suivre, puisque finalement, en ce matin, on regarde aux États-Unis, le Nasdaq est passé au-dessus de cette ligne qui correspondait à la fin du bear market. Donc on est rentré dans un nouveau bull market avec cette fameuse zone des 20% depuis les plus bas que les spécialistes des marchés boursiers ont déterminé avec je ne sais quelle théorie. Et puis, vous avez le Dow Jones qui est sorti de sa zone de correction. Vous avez le S&P 500 qui galère encore un tout petit peu, qui n'arrive pas vraiment à franchir cette résistance de 4200 sur l'indice américain. Et puis, vous avez l'Europe qui finalement ne fait pas grand-chose et n'est pas encore sorti à la même vitesse que les Américains. Alors, est-ce qu'on est en train de nous tendre un piège de nouveau pour que nous, les Européens, on démarre et qu'ensuite les Américains nous pètent la figure derrière comme ils en ont le secret ? Ou alors est-ce qu'on est en train de rater le train et qu'on est terrorisé de ne pas avoir pris ce train ? Parce que, alors, effectivement, perdre de l'argent dans les marchés, c'est jamais agréable, mais rater le nouveau bull market de 850% qui va tous nous rendre très très riches en moins de 3 semaines, c'est jamais agréable non plus. Donc pour la suite des événements, effectivement, on arrive dans une situation un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas de FOMC meeting au mois d'août aux États-Unis. Donc c'est
beaucoup plus d'interrogations sans aucune réponse finalement. Les prochaines vraies réponses que le FOMC meeting va nous donner, que la Fed nous communiquera, ça sera à la fin du mois de septembre. Mais par contre, entre deux, on va avoir le symposium de Jackson Hole. Donc le symposium de Jackson Hole, c'est là où tous les banquiers centraux se rencontrent. On discute de l'avenir, on discute de qu'est-ce qu'il faut faire pour les taux pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut faire pour juguler l'inflation, la mettre sous contrôle, la dresser, la ramener au centre de la piste avec le fouet pour lui donner des instructions. Et ensuite, eh bien, peut-être qu'on y verra un peu plus clair. Mais pour l'instant, on est toujours dans cet énorme brouillard où on se dit, ok, alors, boule ou bear, pile ou face. Nous allons donc attaquer avec les performances mensuelles. Alors vous voyez que la pire performance de la semaine, c'est les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ont vécu une mauvaise semaine parce qu'il y a eu pas mal de profit warning sur le secteur. C'était le cas de Nvidia, c'était le cas de Micron. Donc on voit quand même que la situation des semi-conducteurs n'est pas simple. Et que c'est un gros problème. Alors on s'est bien récupéré en cours de semaine avec les chiffres du CPI, mais malgré tout, les semi-conducteurs restent un peu le point noir du marché cette semaine et le doute supplémentaire, puisque je rappelle quand même pour la 887e fois que le secteur des semi-conducteurs a tendance à être un indicateur avancé. Donc si vous avez le secteur des semi-conducteurs qui cartonne, tout va bien, et si c'est pas le cas, tout va pas bien. Un peu pour le reste, autrement, vous voyez, les Européens terminent dans un mouchoir de poche, comme on dit. Donc la Suisse ne fait 0,11% de performance, donc autant dire rien. L'Angleterre est en hausse de 0,6%. L'or prend à peine 1%. Le Nasdaq sur la semaine finit en hausse de 0,97%. Malgré des très belles performances, mais on avait mal entamé la semaine à cause des semi-conducteurs aussi. Et puis le DAX et le CAC s'en sortent pas trop mal. Le CAC relativement bien malgré le massacre qui a eu lieu sur Sanofi. Si vous voulez en savoir plus, on en a parlé ce matin dans le Morning Bull Live. Et puis autrement, alors l'indice milanais, Milan, continue à monter 1,39%. Vu la crise politique là-bas, on peut se poser des questions quand même. Et puis autrement, vous le voyez, le Dow Jones qui s'en sort bien. Et surtout, à noter la bonne performance du Bitcoin. Et étonnamment, par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine, la bonne performance du pétrole. Le pétrole prend 5,8% sur la semaine, 5,9% pratiquement. C'est assez rigolo parce qu'en fait, on est en train de nous dire que l'inflation est sous contrôle et en même temps, tout le monde rachète le pétrole. Ce qui fait que si le pétrole remonte à toute vitesse, eh bien, on risque d'avoir des surprises assez spectaculaires au niveau de l'inflation aussi. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, puisqu'on sait très bien qu'en fait, finalement, aujourd'hui, une des grosses composantes qui ont fait baisser le niveau de l'inflation, eh bien, c'est le baril qui est revenu à la réalité, et pas plus que ça, puisque quand on regarde un petit peu la plupart des autres biens de consommation, entre autres la nourriture, on ne peut pas vraiment dire que ça a baissé. Je reviens encore une fois sur le sujet que, rappelez-vous quand même que sur une année, aux États-Unis, le prix du beurre est monté de 26% et le prix des œufs a également monté de 38%. Et comme le beurre et les œufs sont 80% de l'alimentation standard de l'Américain moyen, ça coûte quand même un tout petit peu cher. Si on regarde en détail notre Suisse à nous, l'indice suisse, le SMI, eh bien, le loser de la semaine, c'est Alcon, suivi de bien loin derrière de Roche. Je reviendrai sur les détails de ces titres un peu après. Novartis, 1,23% de baisse. Et puis Swisscom, toujours un peu sous pression sur la fin, suite à ses résultats décevants et ses problèmes avec la Comco. Et de l'autre côté, eh bien, Zurich Assurance, Partners Group qui a vendu quelque chose, une de ses boîtes qui était dans son portefeuille, et Geberit, Lonza, enfin bref, globalement plutôt pas mal. Mais comme vous le voyez, ça suffit pas pour avoir une belle semaine finalement. Et Alcon et Roche a tiré un peu tout le monde en bas pour rabaisser la moyenne de l'indice, si je peux m'exprimer ainsi. Autrement, pour le reste, pas grand-chose à signaler. Je ne parlerai pas, j'ai promis aujourd'hui que je ne parlerai pas du Crédit Suisse et je ne dirai rien à propos du Crédit Suisse. Si on regarde la performance du reste du marché, y compris les titres du SMI, eh bien Temenos prend la tête avec 6,95% et toujours Alcon en baisse. Pour le reste, rien de spécial à ajouter sur ce secteur-là, enfin sur cette diversification-là. Si on regarde le graphique de notre bon vieux SMI, alors vous voyez, alors que finalement on a quand même
l'indice américain, les indices américains qui cassent à la hausse. Avant d'aller sur le SMI, je vais quand même juste vous montrer le Nasdaq que vous avez certainement déjà vu. Mais on voit clairement que le Nasdaq est reparti. Donc on voit ici qu'on a fait nos 20,64% qui sauvaient le marché. Et puis, eh bien, jeudi soir, on était encore un petit peu collé. On revenait en arrière, on se posait des questions. Est-ce que ça va continuer de monter ou pas? Mais vous voyez que la configuration, la tendance de fond des indices aux États-Unis n'a pas grand-chose à voir avec la tendance que nous, on a en Suisse, par exemple. Puisque quand on revient sur le SMI, eh bien, on se rend compte que on avait ce canal haussier dans lequel on est depuis un moment. Hein. On le connaît bien, ça fait depuis le mois de juillet, début juillet, fin juin qu'on est dedans. Et ce canal-là, là, vous voyez, on vient de sortir. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle de voir les indices comme ça sortir de leur canot vers le bas. On est toujours dans cette... souvenez-vous, la théorie des dead cross. Hein. Ça, c'est une dead cross. Donc, c'est clairement la moyenne mobile des 50 jours qui croise la moyenne mobile des 200 jours et qui nous donne la tendance. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de la tendance puisqu'une sortie réelle de tendance de ces dead cross serait de voir finalement le SMI casser cette moyenne mobile des 200 jours qu'on a ici, tac, tac, tac. Mais autrement, il n'y a pas de raison de crier victoire trop tôt. Et là, vous le voyez, pour l'instant, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est cette tendance à vouloir partir de nouveau vers le bas. Et c'est vrai qu'on manque un peu de dynamique pour espérer autre chose pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire que je suis négatif sur le SMI, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, quand on voit Roche est devenu un peu le mal-aimé de la cote, personne n'en veut. Novartis fait pas grand-chose, Nestlé fait pas grand-chose. Quand vous avez ces trois-là qui refusent de bouger, c'est difficile de trouver une vraie porte de sortie. En ce qui concerne le SLI, là par contre, on est toujours dans notre tendance haussière. Donc là, c'est plutôt encourageant, donc un peu tiré par le reste. Probablement des histoires de pondération à l'intérieur de l'indice, mais l'un dans l'autre, on voit que ça va plutôt pas mal du côté du SLI. Tant qu'on est dans cette tendance haussière, il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais là aussi, n'oublions quand même pas que on a eu notre signal baissier de dead cross à ce niveau-là. Donc à ne pas oublier qu'on est toujours dans notre tendance baissière. Vous l'avez vu dans les moins bonnes performances de cette semaine, eh bien c'est Alcon qui ramasse le pompon. Alors Alcon a publié des chiffres avec une accélération du chiffre d'affaires, mais surtout ce qui a été assez mal pris à l'intérieur de la publication des résultats, c'est le fait que le management s'est montré très prudent pour la suite des événements. Alors forcément, en ce moment, quand vous avez un management qui vient se montrer très prudent pour la suite des événements, on n'aime pas. Ça crée une pression quand même assez négative sur les titres en général. C'est vraiment le point noir qu'il faut retenir lors de cette saison du mois juillet-août 2022 de la saison des résultats. C'est que chaque fois que vous avez des chiffres corrects, mais que vous dites « Oh, ça va être compliqué le reste de l'année », en général, on n'aime pas et les sanctions ne tardent pas en général à se faire sentir. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Alcon, puisque non seulement il s'inquiète de la suite, il se montre prudent pour l'avenir et voilà, il y a eu les conséquences qui vont avec. Il faut quand même bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes le CEO d'une boîte, d'une société internationale et que vous devez faire des prévisions pour l'avenir, eh bien un malin qui sera capable de prédire quoi que ce soit, puisqu'on est vraiment dans un environnement extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Déjà, les économistes n'arrivent plus à y retrouver quoi que ce soit. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Donc du coup, c'est vraiment devenu très compliqué. Mais il faut aussi comprendre, et c'est normal, que finalement, si vous êtes CEO et que vous devez faire des annonces, vous aurez tendance à profiter de cette mauvaise période pour dire, écoutez, ça va être compliqué. Et puis si par miracle, les choses s'améliorent dans le prochain trimestre, au pire, vous allez soit faire un profit warning à la hausse une fois, ou alors soit simplement battre l'attente le jour de la publication des résultats et vous serez encensé comme étant un excellent CEO. Donc ça s'appelle quand même, en bon français, pas vulgaire, mais on va dire en argot, on va dire c'est couvrir son cul. Donc il protège ses fesses par rapport au prochain trimestre, ce qui est assez normal. Mais aussi en ce moment, on voit qu'on supporte très très mal les mauvaises nouvelles. En tout cas, on supporte très mal les mauvaises visions ou les visions prudentes. Quand vous regardez le graphique d'Alcon que vous avez sous les yeux à l'instant, voilà, pas besoin d'avoir fait analyse technique à l'université de Genève pour savoir que c'est compliqué et que visiblement, c'est pas encore tout à fait gagné. On a cette tendance de fond
qu'on avait mise en place depuis le mois d'août qui a cassé, qu'on a réussi à récupérer et on recasse de nouveau en dessous. Alors je vous cache pas que c'est pas une super bonne nouvelle d'un point de vue strictement technique. On revient sur des, on peut même revenir encore, je pense, sur Alcon sur des niveaux de 62. Après, il faudra quand même regarder. J'ai quand même l'impression que les recommandations, les déclarations du CEO ne voulaient pas non plus dire que la boîte allait partir en faillite. Oui, il y a aussi des trains dans la région où je suis. Ah non, c'est pas des trains, c'est en bateau. D'accord. Donc du coup, on est dans une configuration un petit peu délicate au niveau d'Alcon. Et bah voilà, il va falloir regarder si on est capable de reconstruire quelque chose ces prochains temps. Mais pour l'instant, voilà, il y a eu un gros dégagement. Il y a bien évidemment eu pas mal de downgrade au moment où on a commencé à avoir c'est mes choses prudentes et donc résultat, on devrait aller probablement encore en direction des 60-62 francs suisses sur Alcon. Si Alcon a remporté la palme de la pire performance du SLI et de la pire performance du SMI cette semaine, je crois qu'une qui a remporté la palme de la plus grande volatilité cette semaine, c'est probablement AMS Osram, dont on parle souvent, donc c'est pas la boîte la plus sexy du monde. Comme ils sont liés au secteur des semi-conducteurs et qu'on a eu ce problème de profit warning en début de semaine, et bien forcément, il y a eu le problème des semi-conducteurs et il y a eu les bons chiffres du CPI qui font que finalement AMS Osram est reparti comme en 40, donc il y a eu beaucoup d'aller-retour là-dessus assez spectaculaire. Alors évidemment, quand on parle des semi-conducteurs, c'est pas à cause d'eux, mais c'est surtout à cause de l'environnement global du marché. On a vu les déclarations de Nvidia et les déclarations de Micron, c'est pas terrible. C'est vrai qu'on voit que les inventaires des semi-conducteurs sont en train de remonter. On voit qu'ils ont de plus en plus de peine à vendre leur stock, justement. Autant avant, on avait un problème de shortage. Aujourd'hui, on a quand même des problèmes un petit peu différents qui reviennent et c'est pas aussi simple. Donc c'est clair que les commentaires relativement négatifs et relativement prudents de Micron et Nvidia ont pesé sur tout le secteur. Mais ce qui est assez fou et ce que j'ai toujours de la peine à comprendre, c'est que moi je suis en train d'acheter une voiture et puis on m'a changé les options parce qu'il n'y avait pas les semi-conducteurs nécessaires. Et puis d'un autre côté, j'entends qu'il y a des boîtes qui n'arrivent pas à vendre leurs semi-conducteurs. Donc je ne comprends pas tout. Mais en tout cas, c'est en tout cas l'excuse qui fonctionne relativement bien aujourd'hui. Donc pas mal de volatilité sur AMS Osram cette semaine. En plus, au passage, eh bien, on notera que Crédit Suisse a relevé AMS Osram de quelques points en disant on est plus objectif, on revise un peu la marge à la hausse. Mais par contre, il n'y a pas grand-chose à attendre. Donc en gros, c'est un upgrade, mais un upgrade light. Hein, donc c'est un upgrade où on dit on est positif, mais on n'achète pas trop violemment quand même. Graphiquement, sur AMS, il n'y a pas grand-chose à dire. On va tout de suite voir qu'on est simplement en train de se balader sur cette zone des 7 francs suisses, enfin avec un gros support à 7 francs suisses, mais vous voyez surtout, eh bien, c'est cette volatilité intra-week, on va dire, sur la semaine, qui a fait swinger AMS dans tous les sens cette semaine. Autrement, on notera également les résultats de Swissquote qui a publié cette semaine. Alors, la banque basée à Gland a estimé qu'effectivement, ils ont constaté un recul du bénéfice au premier semestre. Ils estiment qu'ils évoluent dans une situation de marché un petit peu plus difficile que prévu. C'est vrai que personne n'aurait prévu ce genre de choses de toute manière. Mais globalement, ils ont été relativement prudents pour le reste de l'année. Mais ce qui est assez sympa de la part du marché, c'est que la prudence a été saluée. Et finalement, le marché a relativement bien pris la chose. Donc ça continue à se passer relativement bien. Mais je crois qu'on avait pricé beaucoup de négatifs déjà. On a un peu l'impression que par rapport à la publication des résultats de Swissquote, il y avait le marché qui avait pricé beaucoup de négativisme. Mais aujourd'hui, on est en train de ramener un petit peu la barre au milieu le ballon plutôt au milieu du terrain, d'être un petit peu plus average que ce qu'on attendait. Donc c'était plutôt des bons résultats en termes d'interprétation sur les marchés. Alors si vous regardez le chart de Swissquote maintenant, eh bien vous voyez qu'entre les annonces des résultats qui ont mis un peu la pression dessus et ce vendredi matin, on a repris 19% sur le titre. Donc très belle remontée pour l'instant. Ils ont fait un petit peu, voilà, comme je le disais avant, les commentaires sont prudents, mais aujourd'hui, qui aurait envie d'être hyper agressif en se disant on va tout défoncer l'année prochaine, ça va être carton plein. Donc à l'image du reste des sociétés et pas uniquement dans la banque, eh bien
Swissquote a été prudent et le marché semble relativement bien prendre la chose. En tout cas depuis la publication des résultats. Autrement, très très bon chiffre de Zurich, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, les chiffres étaient très bons, plein de nouveaux clients, des coûts sur les catastrophes naturelles nettement inférieurs à ce qui était attendu, ils lancent en plus un rachat d'actions sur la société, donc c'était plutôt très très encourageant chez Zurich, et encore une fois, j'ai juste envie de dire que je suis un énorme fan de cette boîte, on a l'impression qu'en tout cas ils font relativement presque tout juste. Fondamentalement, c'est une super société. Ils payent un dividende de malade puisqu'on est quasiment à 6% de dividende avec une qualité de résultat comme ça, avec une qualité de société comme ça. Si on fait exclusion de la performance nette de l'action, j'adore la boîte. J'adore comme elle est gérée. Et je pense que ça fait Zurich à sa place dans vraiment tous les portefeuilles défensifs qui sont axés dividendes, mais aussi tous ceux qui croient aussi à la performance à moyen et long terme. Il y a pas mal d'assurances qui ont été sous pression ces derniers temps parce qu'on pense que, effectivement, avec tout ce qui nous arrive, catastrophes naturelles, sans parler de l'autre cinglé qui fait joujou en Ukraine, on a peur qu'il y ait trop de frais de reconstruction et donc du coup les assurances sont un peu sous pression. Mais Zurich s'en est extrêmement bien sorti et comme on le voit sur le graphique à l'instant. Donc voilà, vous le voyez, pas grand chose à dire sur ce qui s'est passé sur Zurich, mais on constatera qu'on est revenu se poser sur une espèce de tendance de fond ces dernières semaines et puis finalement les résultats ont montré, ont confirmé ce qu'on craignait entre guillemets, extrêmement bonne performance sur le trimestre et on voit le rattrapage assez impressionnant que la Zurich vient de nous faire. Le prochain target évident, c'est d'aller chercher les plus hauts historiques sur l'action. Donc ça, ce sera probablement pendant quelques semaines si ça continue à relativement bien se comporter, si les marchés dans leur globalité continuent d'avancer de manière relativement correcte ces prochains temps. On termine avec la dépressive du moment, le bon rush. Alors le bon rush, vous voyez, ça a de la peine. Il n'y a pas de grandes nouvelles négatives. C'est plutôt encourageant, mais les derniers chiffres qui ont été publiés laissent à penser que le bon rush n'était pas encore sorti du bois et qu'il y avait encore un peu de patience à avoir pour que ça redémarre dans la bonne direction, mais qu'il n'y avait surtout pas grand-chose à en tirer. Alors, difficile à dire, maintenant d'un point de vue technique, j'ai gardé un peu ce que j'avais déjà dessiné ces dernières semaines. On est en train de faire un espèce de creux, on voit que sur les 300 francs, il y a quand même énormément d'acheteurs. À chaque fois qu'on est revenu tester le bon rush sur ces niveaux-là, il y a les acheteurs qui revenaient massivement. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas. Alors, c'est clair que les pharma sont un peu out of fashion pour l'instant. Et ça continue à mettre pas mal de pression sur rush. Perso, tant qu'on reste en dessous des 300, je reste convaincu que ça va repartir en direction des 340 qui correspond à cette zone de résistance ici. Qu'on voit très bien quand je mets le gros stylo feutre rose ici. Et donc on reviendra dans cette direction à terme. Alors pour l'instant, plutôt négatif puisqu'on a cassé les 315. On pourrait même imaginer qu'on va retourner de nouveau tester une fois les 300. Mais je pense que là, ce sera l'opportunité pour essayer de sauter dedans de nouveau aussi. Pour ceux qui font un petit peu de court terme sur ce type de valeur. Mais autrement, pour ceux qu'on a à long terme, ne vous prenez pas trop la tête. Un jour viendra où le bon rush sera de retour à 400, bien évidemment. La saison des résultats est bien sûr pas complètement terminée, puisque la semaine prochaine, nous aurons Straumann, nous aurons Huber Suner, Medartis, Swiss Steel, Orior, Basilea, Swiss Life, Tecan, Sengalar Continental Bank et Schweizer Technology, Comax, Gurit, Implenia, Orascom, Geberit. Jeudi prochain, on se réjouit de voir Geberit. Enfin, je me réjouis personnellement. Banque cantonale vaudoise. Et puis également Meyer Burger et Tsur Rosé, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Il sera assez intéressant de voir ce qu'ils auront à nous sortir jeudi prochain. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, en cette semaine, cette première vraie semaine du mois d'août, on va dire plutôt sur le marché suisse et un petit peu sur le reste du monde. Donc comme vous le voyez, on reste très occupé, très préoccupé avec nos histoires d'inflation, de récession, de hausse des taux et de comment est-ce qu'on va s'en sortir et si on va s'en sortir. Pour l'instant, on a l'air de vouloir s'en sortir, mais ça reste très compliqué sur les marchés suisses. En tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir été là encore une fois ce matin avec moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français.
Et bah nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, bah, passez un excellent week-end.